Pourtant, à partir des années 80, la comète Napoléon amorce son retour. C'est d'abord le festival de Telluride, puis Londres, New York, Los Angeles, Rome, Tokyo, Paris enfin, découvre ébloui une version presque complète du Napoléon d'Abel Gance de plus de 5 heures, patiemment reconstituée par le Britannique Kevin Brownlow, avec la collaboration du British Film Institute et de la Cinémathèque française. Le public, en état de transe, applaudit pendant de longues minutes. C'est l'apothéose. Il manque pourtant un spectateur, Abel Gance, décédé entre-temps à Paris, dans la nuit du 10 novembre 1981. Quel est le secret de ce film qui, 60 ans après son tournage, garde intacte sa prodigieuse puissance? Il y a bien sûr les images, mais il y a aussi ce qui se passe entre les images. À travers des documents d'époque exceptionnels, nous allons revivre quelques moments privilégiés du tournage de Napoléon, qui dégagent un enthousiasme et une joie de créer rarement atteints depuis. Mais revenons d'abord à ce jour de juin 1925 pour écouter, de la voix d'Abel Gance lui-même, sa célèbre proclamation aux techniciens et artistes du studio de Billancourt. Il faut, entendez bien le sens profond que je mets dans ces mots, il faut que ce film nous permette d'entrer définitivement dans le temple des arts par la gigantesque porte de l'histoire. Une angoisse indicible m'étreint à la pensée que ma volonté et le don de ma vie même ne sont rien si vous ne m'apportez pas tous un dévouement de toutes les secondes. Nous allons, grâce à vous, revivre la Révolution et l'Empire. La tâche est inouïe. Il faut retrouver en vous la flamme, la folie, la puissance, la maîtrise et l'abnégation des soldats de l'an 2. L'initiative personnelle va compter. Je veux sentir en vous contemplant une houle qui puisse emporter toutes les digues du sens critique, de façon que je ne distingue plus de loin entre vos cœurs et vos bonnets rouges. Rapide, fou, tumultueux, gigantesque, gouailleur, homérique, avec des pauses, des points d'orgue qui rendent les silences plus redoutables, ainsi vous veut la Révolution, cette cavale emballée. Et puis un homme qui la regarde en face, qui la comprend, qui veut s'en servir pour le bien de la France, et qui brusquement saute sur elle, la saisit par les rênes, et peu à peu la pèse pour en faire le plus miraculeux instrument de gloire. La Révolution et son rire d'agonie, l'Empire et ses ombres géantes, la grande armée et ses soleils, c'est à vous qu'il incombe d'en recréer les immortelles figures. Mes amis, tous les écrans de l'univers vous attendent. À tous, collaborateurs de tous ordres, à tous, premier rôle, second plan, opérateurs, peintres, électriciens, machinistes, à tous, surtout à vous, humbles figurants, qui allez avoir le lourd fardeau de retrouver l'esprit de vos aïeux et de donner par votre unité de cœur le redoutable visage de la France de 1792 à 1815, je demande mieux, j'exige l'oubli total des mesquines considérations personnelles et un dévouement absolu. Ainsi seulement, vous servirez pieusement la cause déjà illustre du plus bel art de l'avenir à travers la plus merveilleuse des leçons de l'histoire. Mais revenons encore quelques années en arrière. Depuis 1921, Abel Gance s'intéresse à Napoléon. Il lit toutes les œuvres le concernant. Les travaux d'Elifort l'influencent beaucoup. Avec votre Napoléon, lui écrit-il, c'est du feu que je rapporte du fond de l'histoire. À partir de 1924, Abel Gance travaille sans répit à l'écriture du scénario et fait sien le principe de Sainte-Beuve, arriver à la vérité de l'ensemble par l'inexactitude du détail. Travail titanesque où rien n'est facile, comme nous le dévoile son journal. 1924, carnet de bord de Napoléon. 16 novembre, dimanche, je travaille ce matin à Napoléon. Grande difficulté. L'après-midi exténué, je lutte contre un lumbago terrible. À 6 heures seulement, je peux reprendre la plume. Sandrard vient dîner. Notre misanthropie se conjugue sur tous les temps. Du 4 au 11 décembre, je travaille sans arrêt presque nuit et jour, et je termine le 3e scénario. J'en suis très satisfait. Ce sera indiscutablement un triomphe, mais que d'embûches en perspective. Pour travail définitif, conservé comme livre, Mémoire d'outre-tombe, Arthur Lévy, Mémorial de Sainte-Hélène, d'Esparbès, Marco Saint-Hilaire, Stendhal, Hugo, Balzac. Primordial et définitif, avant toute autre réflexion, conserver Napoléon dans l'idée populaire qu'on s'en est tracée. Ne pas le perdre dans le détail de bibliothèque, rester dans la ligne de Raffet et de Charlet. C'est le peuple qui apprend l'histoire, et il ne choisit pas Masson, mais les lithos de Raffet et d'Esparbès pour comprendre son héros. Je demande de l'argent, 1500 francs, le 24 ou le 25 janvier, en avance sur février.
Monsieur Debay me répond, on verra. Quel satanique homme. Il me laisse dans les ennuis les plus indicibles. Voir davantage cinéma, m'en servir mieux. Indispensable, conserver radioactivité pendant l'exécution de Napoléon, n'écrire que pendant ces moments-là. Primordial. Pour la première fois, le public ne doit pas être spectateur, comme il l'est toujours devant les tableaux, mais acteur, comme il l'est dans la vie. Souffrir avec les blessés, se battre avec les soldats, commander avec les chefs. Il doit s'incorporer au drame si complètement que la suggestion doit devenir collective. Le moment arrive de choisir les interprètes. Pour le rôle délicat entre tous de Napoléon, Gans hésite longuement. Le personnage m'intéressait parce qu'il était un paroxysme dans son époque, laquelle aussi était un paroxysme dans le temps. Il tourne des essais avec Lou Poupik, réalisateur lui-même de quelques grands classiques comme La Nuit de la Saint-Sylvestre et Le Rail, également interprète des espions de Fritz Lang. Malgré ses qualités, Lou Poupik ne correspond pas au personnage tel que Gans l'imagine. Leur rencontre ne reste pourtant pas vaine. Quelques années plus tard, c'est Lou Poupik qui mettra en scène le scénario que Gans n'a pu réaliser, Napoléon à Sainte-Hélène. Viennent ensuite les essais d'Edmond Vandel. Ils sont négatifs pour Napoléon, mais il hérite du rôle de Robespierre. Puis ceux de René Fauchois, l'auteur de Boudu sauvé des eaux, du grand comédien russe Ivan Mosjoukine, et d'un autre comédien, Albert Dieudonné, qui a déjà joué dans 2 films de Gans, Le Fou de la Falaise et L'héroïsme de Paddy. Il le veut, ce rôle, Dieudonné, il le veut de toutes ses forces, mais Gans n'est pas tout à fait convaincu. Alors, pour forcer la chance, Dieudonné imagine une étrange mise en scène. Habillé en Bonaparte, il se présente en pleine nuit au château de Fontainebleau, où Gans travaille à son scénario. Il demande au gardien, visiblement atterré, de prévenir le metteur en scène. Le vieil homme obéit et, bégayant, annonce à Gans que le fantôme de Napoléon se promène dans le salon. Intrigué, Gans s'y rend et il trouve, au milieu des décors d'époque, éclairé par des bougies fantomatiques, un Bonaparte stupéfiant de vraisemblance. Le rôle est adjugé. Le rôle de Bonaparte jeune est attribué sans hésitation à un comédien russe, Vladimir Roudenko. Celui de Danton au grand chanteur Alexandre Koubitsky. Quant à Marat, il aura les traits superbes d'Antonin Artaud. Antonin Artaud qui vivra dans Napoléon des heures presque aussi brûlantes que la vie d'Héliogabal. Gina Manès sera Joséphine. Et une débutante, Suzanne Charpentier, jouera le rôle de Violine, une jeune fille transie d'amour pour Bonaparte et qui n'osera jamais le lui avouer. Suzanne Charpentier que Gans rebaptise Annabella, en hommage à Annabelle Lee d'Edgar Poe, qu'il admire profondément. Puis Gans octroie à Gans le rôle de Saint-Just. Sans oublier l'axiome gansien, prendre tout au tragique et rien au sérieux. Au début de 1925, l'équipe part à Briançon pour le tournage des séquences de la jeunesse de Bonaparte à l'école militaire de Brienne. Titre simple, Napoléon, vu par Abel Gans, épopée cinégraphique en 6 époques. Autre titre, Abel Gans, auteur et animateur. Autre titre, J'ai reculé les limites de la gloire, Napoléon. Brienne, 1783. Bonaparte aura 14 ans. L'iris blanc s'ouvre sur du blanc, de la neige partout, un mur de neige au premier plan. Gans recrute sa figuration parmi les élèves d'une école de la région. Dans le prologue de Brienne, Gans préfigure par touches successives toute la destinée de son héros. Son génie stratégique, sa fierté, sa solitude, la haine irrationnelle qu'il éveille chez les médiocres. Il se dégage de toutes ces images une frénésie, une joie de créer, rarement atteinte depuis.
Je cherchais à faire éclater l'écran par tous les moyens. J'exigeais de mes opérateurs d'exécuter avec la caméra toutes les prouesses possibles et imaginables. Je voulais qu'elle marche avec l'homme, court avec le cheval, glisse avec le traîneau, monte, descend, virevolte, culbute à volonté. Aujourd'hui, cela semble banal, mais à cette époque-là, le cinéma n'était pas habitué à ces bousculades. Gans demande à l'ingénieur Simon Feldman de lui construire une caméra capable de tourner sur 360 degrés et que l'on peut actionner à distance. Voici directement inspiré du docteur Guillotin l'ascenseur de prise de vue, ancêtre des très sophistiqués Dolly d'aujourd'hui. « 31 janvier, Volkov me fait une bonne impression. Je commence à tourner le mercredi à 4h52 le premier tour de manivelle. Technique, tout Brienne en cache blanc dégradé. Comme le jour d'hiver dans lequel il se passe, clair, lucide, nerveux, net, drôle. Il y a deux sortes de musique. La musique des sons et la musique de la lumière, qui n'est autre que le cinéma. Il y a le bruit et il y a la musique. Il y a le cinéma et il y a l'art du cinéma, qui n'a pas encore créé son néologisme. Il est au centre d'un fortin et donne des ordres. Puis il charge quelqu'un qui a une canne de lever et abaisser le chapeau comme s'il était dessous. Mais déjà, quelques Christophe Colomb de la lumière se dessinent. Et le bon combat des Noirs et des Blancs va commencer sur tous les écrans du monde. Les écluses du nouvel art sont ouvertes. Les images innombrables se bousculent et s'offrent, multiples à nos possibilités. Tout est ou devient possible. La vertigineuse vision de la quatrième dimension d'existence avec l'accéléré et le ralenti. Le cinéma devient un art d'alchimiste, duquel nous pouvons attendre la transmutation de tous les autres si nous savons toucher le cœur, ce métronome du cinéma. Comme à la tragédie formelle du XVIIe siècle, il faudra en effet assigner au film de l'avenir des règles strictes. Ce n'est qu'enserrés dans un corset de difficultés techniques que les génies éclateront. Il y aura alors un style, et le style obéit à des lois. Il faut à notre art une loi dure, exigeante, rejetant l'agréable ou l'original à tout prix, négligeant la virtuosité et la facile transposition picturale, ne pas plaire à l'œil, mais courir droit au cœur du spectateur. Autre chose, la réalité est insuffisante. Cervantes dit à Sancho à travers Don Quichotte cette phrase admirable. Voilà la vie, mon ami, hélas, avec cette différence qu'elle ne vaut pas celle que nous voyons au théâtre. Quelle plus sublime défense de l'art en général et d'une autre en particulier. Comme le reflet du feu dans un cuivre est plus beau que le feu, l'image d'une montagne plus belle dans une glace, l'image de la vie est plus belle à l'écran que la vie elle-même. Les valeurs s'affirment et s'affinent à la fois par le cadre qui les isole en les sélectionnant de ce fait. Le cinéma ne veut pas d'évolution, il veut des actes avec des héros évolués. Il veut le 6e acte d'une tragédie et le livre qui suivrait la fin du roman psychologique. J'utilisais beaucoup la surimpression dans les scènes paroxystiques. J'ai retrouvé des négatifs de Napoléon, il y a jusqu'à 16 images l'une sur l'autre. Je savais que l'on ne verrait plus rien à la 5e image, mais elles y étaient. Et du moment qu'elles y étaient, leur potentiel y était. Comme en musique, quand vous avez 50 instruments qui jouent et qu'on ne peut distinguer les sons des instruments. C'est l'organisation de ces sons qui compte. Ces surimpressions aussi étaient organisées. Dans cette séquence apparaît Tristan Fleury, le cuisinier, rôle tenu par le comédien Nicolas Colline. Entièrement dévoué au jeune Bonaparte, sa destinée croisera sans cesse celle de Napoléon, via la terreur à Paris, le siège de Toulon et même l'armée d'Italie dont il fera partie. Tristan crie à Bonaparte, « Philippot et Pécaduc mettent des pierres dans les boules !» Bonaparte bondit sur eux par-dessus le fortin. Et les rosses d'importance.
C'est le retour en classe. La figuration, trouvant sans doute qu'elle ne s'est pas assez dépensée, se défoule encore un peu. Pichegru va à l'enfant. Quel est ton nom? Napoglione. Comment dis-tu? Paillonné. Napoleone, Buonaparte. Eh bien, mon petit Bonaparte, tu iras loin. Souviens-toi de la parole de Pichegru. Une leçon de géographie, mais pas n'importe laquelle. Pour Gans, tout est écrit d'avance, providence ou fatalité. Il sera donc question d'une petite île perdue dans l'océan. Les élèves écrivent climatologie des îles, la Corse, Malte, Chypre, Madère, Madagascar. Ah, dit le professeur, j'oubliais. Un petit morceau de terre sans importance, perdu dans l'océan, écrivait Sainte-Hélène, petite île. Il ne répond plus aux coups de pied qui redoublent, tellement il est devenu songeur. De mystérieuses conversations ont lieu tous les soirs entre Bonaparte et le cadeau de l'oncle Joseph, grand chasseur d'aigles en Corse. Aigle mythique qui suivra aussi Napoléon partout et que l'on retrouve en Corse, à Toulon, puis survolant l'armée d'Italie. Filippo et Pécaduc, les ennemis mortels de Bonaparte, ne désarment pas. Lors du tournage des scènes du dortoir, Gans apporte encore quelques innovations. L'image n'existe qu'en représentation de puissance de celui qui l'a créée. Là est le secret qu'aucun critique ne me semble avoir saisi, et là est l'admirable côté psychique du cinéma qui est en train de naître. La flamme que l'artiste a en lui à la seconde où il prend la scène passe bien plus entière à l'écran que celle qu'on essaie de voler au soleil lui-même. Bonaparte, au comble de la fureur, revient dans le dortoir. Quoi de mieux pour galvaniser un comédien que de le diriger à coups de feu? Bonaparte et la caméra tremblent de fureur à l'unisson. Voici de nouveau la caméra harnachée sur la poitrine de l'opérateur. Le steadicam pointe son nez. Poussé par Simon Feldman, sous l'œil hilar de la troupe, le caméraman Moonviller a pour nous les yeux courroucés de Bonaparte. Qui a volé mon aiglon? Personne.
personne ne répond. Alors vous êtes tous coupables. Et vous serez punis. Il gifle tout le monde. Bataille générale. Pour que le sillage d'un film reste indélébile dans les mémoires, il ne faut pas seulement que les images s'enchaînent dans leur sens vertical les unes derrière les autres, mais il faut les associer horizontalement dans la même fraction de seconde afin d'obtenir en synthèse un ensemble dont toutes les parties sont solidaires. Si le rôle de l'image est important, celui de plusieurs images associées est primordial. Jamais l'œuvre d'art n'aura mieux démontré son omnipotence dans l'espace et dans le temps. Une plateforme inclinée est construite pour permettre à la caméra de descendre les escaliers. Où les gens vont-ils pleurer? Spécifié sur mon scénario avec grandes lettres couleurs à toutes les scènes pour qu'elles obéissent à l'un quelconque de ces trois esprits. R, richesse, P, pathétique, M, mouvement. La chronique raconte que pour faire jaillir de vraies larmes des yeux du jeune Roudenko, Gans fit venir un orchestre sur le plateau pour jouer à son intention la sonate au clair de lune de Beethoven. En avril 1925, l'équipe débarque en Corse. Leur arrivée fait sensation. Il y a de quoi. Napoléon. Leur Napoléon est de retour. Gans tient absolument à tourner dans les vrais décors historiques, que ce soit la maison natale de Bonaparte, les rues d'Ajaccio, le Maquis, ou la célèbre tour du Capitello, d'où Napoléon échappe aux cavaliers de la milice de Paoli, commandée par son ennemi mortel, Pozzo di Borgo. Milice corse composée, soit dit en passant, d'authentiques cosaques djigites, engagés pour l'occasion. La foule, passionnée et curieuse, suit l'équipe partout et rend encore plus difficiles les conditions de tournage. Dieudonné a droit à un traitement spécial, bénéficiant à chaque déplacement d'une escorte délirante qui ne cesse de crier « Vive Bonaparte !» Trouvant Paoli indigne de conserver le drapeau français, vu son attachement à la cause anglaise, Bonaparte s'en saisit en criant «
Je l'emporte, il est trop grand pour vous. Et il s'enfuit avec la complicité des bergers. Alors commence la célèbre poursuite où Bonaparte est traqué non seulement par la milice, mais aussi par une partie de la population que Pozzo di Borgo a retourné contre lui. Le tournage n'est pas de tout repos. Et maintenant, le grand opérateur Kruger dans son numéro exclusif de travelling à bicyclette. Voici Simon Feldman, au contrôle de sa dynamo. Ou surveillant l'emploi d'une nouvelle trouvaille gansienne qui n'est pas très éloignée de la Luma d'aujourd'hui. Seul rempart de Bonaparte face à la foule hostile, les bergers farouches. Dans une lettre anxieuse et amicale, Élie Faure écrit à Gans. « Je vous en supplie, ne faites pas sauter Bonaparte sur son cheval à l'instar de Douglas Fairbanks. » Gans écoute-t-il ses conseils? À la vue du film, il ne nous semble pas. Et puis, on trouve souvent écrit sur ces scénarios ce sigle mystérieux, NSAI, ne subir aucune influence. Le travail de Corse consigné dans des notes de service n'est pas mauvais dans son ensemble. Le temps a joué fâcheusement contre nous pour une moyenne d'un beau jour sur 3. J'ai eu dès mon arrivée une grippe, suivie de dépression nerveuse. Puis l'accident de Dieudonné et celui du cheval, le retard pour la non-venue des Cosaques, j'ai perdu les 3 premières semaines. D'autre part, le fait que Dieudonné montait mal à cheval m'a beaucoup influencé. Et naturellement, Gans demande, exige, obtient qu'une caméra soit fixée au dos d'un cheval. Comme l'écrit son ami Jean Epstein, Gans veut toujours plus qu'il ne peut, mais peut toujours tout ce qu'il veut. Je suis dangereux et intéressant à tous égards, dans la mesure où mon pistolet est chargé.
L'accident de cheval dont est victime Pozzo di Borgo, interprété par le comédien Chacatouni, impose à l'équipe un arrêt de travail. Étrange interlude que cette visite rendue par Gans avec une partie de sa troupe au redoutable bandit corse Romanetti dans son quartier général au fin fond du maquis. Visite confidentielle où néanmoins on n'a pas oublié d'amener une caméra. Étrange personnage que ce Romanetti. Il adore donner audience à des journalistes, à des jolies femmes, à des personnalités du spectacle, entre deux faits divers plus ou moins sanglants dont il est le héros. Les embrassades vont se succéder à bon rythme, sous l'œil vigilant des gardes du corps de Romanetti. Voici Pierre Bonardi, proche collaborateur de Gans, et qui a sans doute arrangé l'audience royale. Marguerite Gans, sans le poignard de Charlotte Corday. Madame Jean Chiappe, épouse du célèbre préfet de police de Paris. Napoléon Bonaparte en personne. Et bien entendu Abel Gans. Abel Gans qui, malgré l'émotion, n'oublie pas de donner l'ordre de couper. La fête est finie et le tournage reprend. La mer paraissant mauvaise, je décide à 2 heures d'aller au Sanguinaire. Nous tournons 2 ou 3 scènes très jolies qui font songer à Sainte-Hélène et en dehors du scénario, mais qui picturalement trouveront leur place. Nous recevons des paquets de mer et Dieudonné, après 1 heure de travail, refuse de continuer et s'en va maugréant, disant qu'il ne tournera pas les scènes d'eau par un froid pareil. Je crois que les scènes tournées seront très jolies, mais j'attrape froid et je ressens dès le soir les atteintes d'une amygdalite d'une exceptionnelle gravité. Le 9, le 10, le 11, au lit. Fièvre, intoxication, amygdalite.
C'est ici que se situe la séquence devenue légendaire, où Bonaparte, devant fuir la Corse dans une barque sans rame, déploie le drapeau français arraché à Paoli pour en faire une voile, échappant ainsi à ses poursuivants. « Je vous le rapporterai, le drapeau !» crie Bonaparte à Pozzo di Borgo, qui, écumant de rage, le voit s'éloigner du rivage. Et tandis qu'à Paris, montagnards et girondins s'affrontent dans la fureur, une autre redoutable tempête s'abat sur la barque de Bonaparte. Des trombes d'eau écrasantes déferlent sur le fugitif. La barque semble sombrer, puis se rétablit, puis sombre encore, pauvre fétu de paille. L'effet est encore plus saisissant quand on s'aperçoit que cette scène, superbe entre toutes, a été tournée dans la piscine du studio de Billancourt. Pour l'instant miraculeusement recueilli par un navire que Gans se plaît à nommer le Hasard, où se trouvent comme par hasard ses frères Joseph et Lucien, Bonaparte revient lentement à lui, sous le regard attentif du maître. Pendant ce temps, dans le maquis, le reste de la famille fuit, exténué, en direction de la plage d'Aspreto, où Bonaparte leur a donné rendez-vous. Les bergers sont là pour les défendre, car le danger n'est pas écarté. La population d'Aspreto, hostile au Bonaparte, risque à tout moment de les attaquer. Les ordres sont précis. Au premier coup de feu, on joue l'affolement. Au deuxième, on doit pleurer. Au troisième, les fugitifs s'élancent dans les vagues pour gagner le navire. César et sa fortune, écrit Gans dans son scénario. Un futur empereur, 3 rois et une reine sur quelques mètres carrés entre le ciel et l'eau.
Sur la mer calmée, le voilier glisse en silence, emportant Bonaparte vers sa destinée. Un aigle est posé tout en haut du grand mât. De retour à Paris, les nuages s'amoncellent. Malgré l'énergie et le magnétisme indiscutable d'Abel Gans et la qualité exceptionnelle des séquences déjà tournées, le film demande un tel investissement que Napoléon bat de l'aile. Un à un, les financiers se retirent. Le journal de bord n'est pas optimiste. Le 21 juin 1925, la situation de Napoléon est extrêmement grave et s'établit ainsi. Craque Stinès, Edmond et Hugo en rivalité, Becker noyé par les événements et jeté par-dessus bord. Il avait quelque chose de faux dans l'œil droit. Le film est interrompu pendant plusieurs mois. 8000 costumes, 4000 fusils, 60 canons d'époque, forges de campagne, tant de drapeaux se couvrent peu à peu de poussière. Les bonnes âmes chuchotent que le film est arrêté pour toujours. C'est mal connaître Abel Gans et sa devise empruntée à Léonard de Vinci, ostinato rigore. À la fin de 1925, Napoléon repart en campagne, mais au prix de beaucoup de concessions. Abel Gans n'a plus aucun contrôle financier de la production. Mais il est au sommet de son génie et tourne en studio, fébrilement, les scènes du siège de Toulon, de la naissance de la Marseillaise, de la double tempête de la Convention. Tous les jours, des curieux de tous les mondes viennent au studio où je tourne Napoléon. Entrés, le sourire aux lèvres et babiolant comme dans un music-hall, ils en ressortent le plus souvent graves et réfléchis, pour ne pas dire méditatifs, comme si quelque dieu caché venait brusquement de leur ouvrir une porte d'or. C'est qu'ils ont vu de près comment se fabrique le drame, avec plus de peine et de souffrance que la réalité même ne nous en apporte dans nos maisons. Et comment, d'un studio, on peut, avec de la foi, faire une véritable église de lumière. C'est dans les scènes de la terreur que Gans dévoile sa vision personnelle de Napoléon. Un homme en conflit perpétuel entre les révolutionnaires qui veulent la révolution dans la paix et doit faire la guerre dans l'espoir fallacieux d'établir une paix définitive. Bonaparte, c'est la Révolution française qui s'individualise, qui s'oriente, qui se canalise et qui échange la guillotine pour l'épée. Puis Gans ajoute, prudent, « Je n'ai pas dans ce film ni à juger, ni à préjuger de l'évolution de Bonaparte après la campagne d'Italie. Il se pourrait qu'à partir du 18 Brumaire, je sois parmi ses détracteurs. Mon Bonaparte reste dans la lignée des républicains idéalistes, dont le Christ fut le premier exemple. Ainsi, en idéaliste, il s'oppose aux odieux massacres des otages de Toulon. De cette séquence, une des plus extraordinaires du film, il ne reste que quelques photos. Les boîtes la contenant ont été égarées et demeurent introuvables à ce jour. Ce n'est heureusement pas le cas des scènes de la prison des Carmes tournées en studio, dans le même décor, qui par la suite servira à la séquence du bal des victimes. À force de jouer avec le feu, un grave accident va bouleverser le tournage. L'explosion d'une caisse de magnésium brûle grièvement Abel Gans et 2 de ses collaborateurs. Quelques semaines plus tard, de nouveau sur le pied de guerre, Gans accueille dans le studio Arthur Honegger qui doit composer la musique originale du film. Puis c'est le tournage des séquences du Club des Cordeliers, de la naissance de la Marseillaise, de la Convention. Gans est partout, se préoccupant du moindre accessoire, de chaque détail technique, du jeu précis des comédiens dont il mime chaque geste à leur intention. La chanteuse Damia incarne l'esprit de la Marseillaise. L'écrivain Jean Arroy, qui suit le tournage du film, témoigne dans un livre passionnant des méthodes de travail du réalisateur. Gans monte à la tribune et dit de sa voix douce et convaincante, un peu voilée, « Je suis en train d'essayer une technique nouvelle. Elle est assez complexe. Voulez-vous me chanter la Marseillaise 12 fois de suite en crescendo ?» Alors, un millier de figurants,
recrutés pour la plupart parmi les ouvriers en grève de l'usine Renault avoisinante, fascinés et ravis, chantent 12, 15, 20 fois la Marseillaise. Enfin, voici le réalisateur lui-même dans le rôle de Saint-Just. Quand Gans réalisera quelques années plus tard une version sonorisée de Napoléon, il pourra se doubler parfaitement, ainsi que tous les autres interprètes. Car, par une intuition remarquable, il exige des comédiens, en 1925, de dire exactement le texte tel qu'il est écrit dans le scénario. Nous avons dû faire des victimes. Mais la révolution n'est-elle pas un phare allumé sur des tombeaux? La terreur est ce qui fera perdre en partie le sens de la révolution. Mais c'est tout de même à partir de nous qu'il y a une liberté dans le monde. Certes, j'avoue nos faiblesses. Mais oubliez-vous que pendant ce temps, nous vous avons forgé une France toute neuve et prête à vivre. 12 000 décrets, dont 2 tiers pour des musulmans. Et nous avons fait tout cela avec dans les flancs ce vautour, la Vendée, et sur les épaules, ces tigres, les rois. Ah, mon petit Louis XVI, venez par ici. Savez-vous que c'est moi, Saint-Just, qui vous fera couper la tête? En juillet 1926, l'armée gansienne descend dans le Midi pour tourner les célèbres scènes du départ de l'armée d'Italie. Ne pas ralentir après le discours. 2 heures plus tard, l'armée en route. Bonaparte passe au galop, les mendiants de la gloire, tandis que Bonaparte, arrivé le premier en haut de l'Apennin, voyait par anticipation les batailles futures. Haut de la montagne, Italie, Italie, bataille, marche, l'aigle, fin. Gans se sent mal à l'aise, comme quelqu'un dont on a lié les bras et qui voudrait se libérer des liens qui l'entourent. Et brusquement, l'idée lui vient. S'il avait un écran à droite et un écran à gauche, agrandissant son champ visuel, c'est-à-dire lui donnant 3 fois la grandeur de l'image, alors il pourrait disposer d'un écran panoramique qui aurait infiniment plus de puissance que celui qu'on obtient avec une seule image en s'éloignant. 3 appareils de prise de vue, 3 appareils de projection, le cinérama n'est pas autre chose. Il demande et obtient de l'ingénieur André Debry la construction et la livraison en un temps record des 3 appareils synchrones nécessaires à la prise de vue. Trouvant sans doute qu'il ne va pas assez loin dans ses recherches, Gans décide de tourner également ses scènes avec un autre appareil utilisant le procédé Berton, qui lui donne aussi la couleur et le relief par projection stéréoscopique. Le résultat est satisfaisant, mais Gans craint que le pittoresque du relief et de la couleur ne contrecarre l'impact esthétique de l'écran panoramique. Il y renonce. Il est néanmoins intéressant de souligner que dès 1926, Gans utilise le grand écran, le relief et la couleur.
Puis Gans se dit, pourquoi ne pas montrer à gauche et à droite de l'image centrale des images soit différentes, soit les mêmes, mais inversées? Les possibilités de la polyvision sont innombrables, et parmi celles-ci, les inversions d'images répondent à ce que la rime est dans la poésie. Les inversions d'images ont ce magique pouvoir de ramener à une arithmétique transcendantale les vagues de poésie qui baignent nécessairement toute œuvre d'art. Ces mouvements de mouvement créeront une euphorie sensorielle dans la mesure où les rapports physiques, physiologiques, psychologiques et psychiques des images seront harmonieusement coordonnés dans le même espace de temps. La baguette de Coudrier est dans tout appareil de prise de vue et l'œil de Merlin l'Enchanteur s'est mué en objectif. Copier la réalité? Pourquoi faire? Ceux qui ne croient pas à l'immortalité de leur âme se rendent justice, disait Robespierre. Ainsi de ceux qui ne croient pas au cinéma. Ils ne verront jamais que ce qu'ils peuvent voir et contesteront l'or même de l'évidence. Un grand film, Évangile de demain, pont de rêve jeté d'une époque à une autre, art d'alchimiste, grande œuvre pour les yeux. En vérité, le temps de l'image est venu. Brevet d'invention, procédé d'obtention d'effets artistiques dans les projections cinématographiques. Monsieur Abel Alexandre Eugène Gans, résident en France, demandé le 20 août 1926 à 14h42 à Paris. Commence alors pour Gans un 13e travail d'Hercule. Monter d'abord le film, le réduire ensuite à des proportions raisonnables. Mais que veut dire pour Gans le mot raisonnable? Il possède certes un sens infaillible du montage, mais comment choisir entre des scènes qui lui semblent toutes indispensables? Ce travail va prendre plusieurs mois. Voici ce qu'il écrit. Le 8 février 1927, ayant terminé le long montage de Napoléon, je prends la nette conscience qu'il faut, pour la présentation à l'opéra, faire un raccourci saisissant en ne laissant que les parties lyriques, celles où je m'affirme le mieux. Bataille de neige, Cordelier, Tempête, Corse et Convention, Toulon, Ombre de la Convention, Discours à l'armée d'Italie, Âme de Napoléon, Mendiant de la gloire. Je continue ce carnet à la fin de mon travail le 8 mars 1927. J'ai terminé la longue version de Napoléon en 37 bobines et je dois la réduire à 13 ou 14. Les critiques sont à peu près les suivantes. Duc d'Ayen. À votre place, je supprimerai le prologue et Joséphine. Quant à la tempête et au triptyque tempête, c'est franchement insupportable et de l'avis unanime. Et voici la réponse du berger à la bergère. Ne pas toucher mon scénario sous aucun prétexte. N'obéir à aucune suggestion du dehors. Napoléon fut présenté à l'opéra en avril 27 avec des triptyques. Le succès dépassa mes espérances. Je croyais que l'avenir du grand écran était assuré. Devant l'enthousiasme du public, Napoléon est projeté 10 fois à l'opéra, avec les triptyques, dans une version réduite de 3h15. Un mois plus tard, une autre version plus longue, mais sans triptyque, est présentée à Paris en 2 parties. D'autres versions se succèdent, avec ou sans triptyque, dans des longueurs chaque fois différentes. Gans coupe, rajoute, recoupe encore. Une très grande compagnie américaine achète le film, le remonte à sa manière, il devient incohérent. Les résultats sont catastrophiques. Gans proteste, tempête, intente des procès, en vain. Ayant perdu tout contrôle de la production, il ne peut arrêter le massacre. Ainsi, cet immense effort, investi dans la création d'un chef-d'œuvre, aboutit à l'impasse. Alors, au plus profond de son énergie et de sa sensibilité, une corde semble se briser. Si je voulais, j'ai actuellement ces possibilités dans mon art du magicien, celle de transmutation de toutes les valeurs. Cela veut dire que je puis demain être Shakespeare, Perrault ou Dante. Pourquoi restais-je ainsi à sourire et à laisser tomber d'inutiles fleurs de mes mains? Ai-je peur de la formidable secousse de mon réveil sur ma nature animale? Abel Gans, Saint-Moritz, janvier 1928. Nous sommes donc en 1928. Et après? Après, et pendant un demi-siècle, tout en réalisant des films, non pour vivre, mais pour ne pas mourir, ce sont ses paroles, Gans ne cesse de remanier son Napoléon. Que ce soit en 1934, en 1955, en 1970, il ne peut s'empêcher de remonter le film en ajoutant chaque fois des scènes tournées pour la circonstance. À l'instar du héros du chef-d'œuvre inconnu de Balzac qui, à force de retoucher une toile sublime, finit par la rendre méconnaissable, Gans revient sans cesse sur son œuvre première pour la dénaturer chaque fois davantage. Un beau matin même, il brûle une partie des triptyques. Si je devais recommencer ma vie, je ne ferais pas de cinéma. Je ne ferais pas de cinéma. Je ne ferais pas de cinéma. Pourquoi agit-il ainsi, saccageant chaque fois un peu plus ce film qui était sa plus éclatante créature? Veut-il punir le monde de son incompréhension et du total désespoir dans lequel le cinéma l'a plongé?
ou comme un enfant triste éventre-t-il son merveilleux jouet pour en retrouver les arcanes qui semblent lui échapper? Nous ne le saurons sans doute jamais. Ce que nous savons par contre, c'est que Gans avait en lui des ressources de création fabuleuses et qu'après 1927, il n'a pas pu les exprimer à sa dimension. Mais en dehors de la tragédie personnelle de l'artiste, qui est immense, les hommes ne demandent à Prométhée que du feu et se moquent pas mal de l'état de son foie. Il reste qu'avec son Napoléon, Gans aussi nous a apporté du feu du fond de l'histoire. Car il en va des créateurs comme de certaines étoiles. Leur lumière continuera à nous éblouir longtemps après qu'elles aient quitté notre galaxie.